Bonjour et bienvenue dans le podcast de bonne humeur dédié à l'humour et aux humoristes. Ce podcast est animé par Greg Malm et Alex Montero et produit par le Centre culturel Altstadthaus. Et à chaque épisode, nous avons le plaisir d'accueillir les humoristes de passage au Luxembourg pour discuter de leur parcours, de leur carrière actuelle, ainsi que de leurs projets et actualités à venir. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Shirley Soignon. Pour résumer tes projets l'année prochaine, c'est quoi ? Ciné-rencontre à partir de janvier. À partir de janvier déjà. Je viendrai à Differdange, du coup, au centre culturel. Je viendrai le projeter. C'est en mars, ouais, en mars. Ouais, c'est ça, en mars. Et à partir de janvier, je pars en tournée. Ça va durer 3 mois, du coup, de janvier à mars. Donc tu pars en tournée avec la ciné. Je pars en tournée, mais dans des cinémas. Ciné-rencontre. Et quelques salles de spectacle comme Differdange. Okay. Mais sinon, c'est que du cinéma. Ok, voilà. Donc, oui, qu'on comprenne bien, tu ne joues pas. Ouais. Ça, c'est le truc le plus dur à expliquer. Je joue pas, les gens sont cool, tu reviens. Ouais, parce que. Je viens pour le rappel. C'est vraiment. C'est ça qui se passe. Parce que je reviens pour vous écouter. Ça consiste alors en quoi, clairement, de cette tournée-là, justement, qu'on comprenne un petit peu. Eh ben, en gros, le spectacle Être humain, je l'ai tourné pendant 2 ans. 2 ans, c'est pas en fait énorme dans une tournée parce qu'il y a le rodage 1 an et puis 1 an de salles plus confirmées et tout. Et en fait, je l'ai arrêté prématurément pour plein de raisons. On va dire pour englober de l'ordre de la santé mentale, du burn-out, on appelle ça, ce que tu veux. Il fallait que j'arrête très vite ce spectacle, donc j'ai décidé de l'arrêter pour ma santé mentale. Ensuite, je l'ai quand même monté, parce qu'on avait capté au Café de la Danse le spectacle. Parce que je savais que c'était la fin, je devais le poursuivre encore presque 2 ans, et j'ai dit non, il faut que j'arrête maintenant. Donc je me suis dit, bon, sortez les caméras, c'est maintenant les gars, parce qu'après je vais dormir. On a capté le spectacle. Ensuite, mon hyperactivité a fait que dans le repos, j'ai quand même besoin de travailler. Donc j'étais là, bon, peut-être le monter ce spectacle à un moment donné. Donc je suis parti en post-production, j'ai dépensé mes derniers deniers. C'est ce qui fait d'ailleurs que je suis revenu plus vite que prévu. C'est plus l'argent. Mais ce que je le dis dans ce spectacle Être humain, je dis, si je reviens, c'est que le banquier m'a renvoyé. Et voilà, c'est l'heure. 1 an et demi, j'avais 1 an et demi de côté. Il y avait un petit peu d'économie. Voilà. Ouais, tout petit peu, vraiment. Et ensuite, donc, je l'ai monté, le spectacle, et en le regardant, j'étais là, ok, est-ce que je le vends sur une plateforme ? Est-ce que je le balance sur YouTube gratuitement au public et tout ? Et je vais dormir de nouveau et tout. Mais j'étais en mode, ok, genre, l'expérience que j'ai eue pendant les 2 ans de tournée, c'était que je voyais bien que les gens c'était quelque chose d'assez fort pour eux. C'était pas que un stand-up. Je commençais presque à dépasser le truc parce que. Et l'accroche du ciné-rencontre, c'est ça, c'est libérer notre rapport à la vulnérabilité. Je pense que notre travail d'humoriste, c'est souvent d'être vulnérable sur scène, de montrer qu'on l'a été à un moment donné. Bon, là, j'étais vraiment au bout du processus en montrant les plus grandes vulnérabilités, les plus gros tabous, parler de drogue, d'hôpital psychiatrique, de pédocriminalité, tout ça. Et donc forcément, il y a un moment donné, ça fait un effet miroir sur les gens. Quand ils voient que je suis pas morte en racontant toutes ces choses-là et qu'en plus c'est drôle, ils sont en mode, ah, peut-être j'ai envie de parler moi aussi de ma vie. En fait, je suis devenu schizophrène en prenant un champignon. T'es là, ok, je viens de le dire à ma sœur là, grâce à toi. Merci. Donc en fait, c'était un espèce d'effet miroir qui était pas pathos, quoi. Genre, moi aussi, m'a aimé ça, mais plutôt, merci, j'ai pu le dire enfin. Ah, j'ai pu m'exprimer avec cette personne. Ça a délié des choses, en fait. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, je recevais beaucoup de longs messages sur Insta et tout, tu vois, 2-3 jours après, des fois j'avais absolument genre 0 réaction après le spectacle. Souvent tu mets une story, tu vois, il se passe quelque chose, les gens partagent des stories. Là j'avais ce phénomène assez fou les gens prenaient même pas de photos, genre tellement ils étaient ici et maintenant avec moi. Et puis que j'en parle aussi, ce côté du rapport à la notoriété dans le spectacle. Je raconte ce truc qui m'est arrivé quand j'étais en HP où l'infirmière m'a prise en photo parce qu'elle m'a reconnu, sauf que j'étais clairement pas dans un état de faire une photo, quoi, tu vois. Et de ce truc horrible. C'est horrible, ouais, tout à fait. Donc je pense ouais. que ça a mis aussi les gens dans cette réflexion de peut-être pas faire des photos à n'importe quoi, tout. Ouais. Donc c'était beaucoup moins ça, c'était plus instant présent. Et puis plus 2-3 jours plus tard, par contre, ça y est, j'ai digéré le spectacle et j'ai besoin de t'écrire tout ça là. Et donc je scrollais des messages, j'étais là, ok, les gens ont besoin de parler, ça devient intéressant. Donc je vais pas pouvoir le laisser sur YouTube entre Squeezie et Noxtag, que j'adore en plus, hein, j'aime bien regarder beaucoup des youtubeurs, sauf que je voyais bien que le fit and fun et ce que je fais là, j'ai pas envie qu'il soit consommé comme ça, mon spectacle, j'ai mis toute mon âme là. Il a une autre place. Il a une autre place, il faut qu'il reste dans un écran encore. Il a pas fini sa vie en salle. Mais comment je vais faire du coup, vu que j'ai plus envie de jouer là. Enfin, tu vois, j'ai pas ce truc de là, ça me manque rien du tout, quoi. C'est comme si presque c'était pas moi avant ça. Alors que des fois, je regarde des humoristes, en ce moment, quand je monte sur scène, enfin, quand ils montent sur scène, lapsus, et je suis là, mais comment ils font ça ? C'est un délire quand même de prendre un micro et dire j'ai des trucs à dire et tout. Là, j'en suis là de ma thérapie. D'accord. J'en suis là de je vais mieux.
Et puis les gens parlent toujours, après les spectacles, des sujets qui ont été abordés dans le spectacle. Et là, tu leur donnes une chance de s'exprimer avec toi, qui a créé les blagues. Je trouve l'approche super intéressante parce que là, dans le cadre du festival, on en voit plein. Et puis après, on se retrouve avec Antoine, un pote à moi, et puis on se dit « Ah, ce sujet-là, ça m'a touché, ça m'a pas touché. Moi, j'ai vécu un truc. » Et je trouve ça intéressant que les gens puissent du coup dire ça en live, à chaud, quoi. Ouais. Chose qu'ils font de toute façon dans la voiture, après en buvant un verre. Ouais. Donc ouais, ça va être cool. Donc tu viens en mars présenter ça viens en mars, ici à Differdange. Ouais. Et alors du coup, quand voilà, j'ai ressenti ça, je me suis dit bon bah du coup on va le mettre en salle de cinéma, comme ça sera toujours dans un écran, les gens vont pouvoir être ensemble dans une même salle pour rigoler à un truc que j'ai travaillé avec, tu vois, j'ai mis mes tripes et tout. Et je suis hyper fier de ce spectacle, et pourtant je l'ai monté, je l'ai re-regardé pour l'étalonnage, pour les sous-titres et tout ça. Il me fait marrer, quoi, tu vois. C'est la première fois que ça me fait ça avec un travail que je fais, où je peux regarder autant de fois le truc en appréciant, en ayant une tendresse pour cette personne qui parle à ce moment-là, etc. Avec tous les sujets douloureux, justement, qu'il y a dedans. Tout à quoi. fait. Donc c'est vraiment, on est dans un... Ça fait du bien. C'est une danse très délicate, je trouve, quand même, à faire, parce que tu fais rire avec des sujets, mais tellement durs, mais en même temps tellement présents, dans le sens où ce qui t'est arrivé, comme tu le dis bien, je dis pas que les mêmes choses sont arrivées à tout le monde ou à quoi, mais en tout cas, il y aura toujours des gens dans le public qui pourront s'identifier à ça. Et ça va plus loin que je m'identifie à « Ah ouais, t'étais dans une piscine et tu t'es cassé la gueule. » Enfin ouais, ok, c'est rigolo. Mais là, tu vas dans des couches bien profondes, quoi. Et c'est hyper... c'est beau en même temps. C'est drôle et c'est beau, je trouve. Est-ce que c'est le spectacle que t'étais venu jouer en rodage à Esch avec Daniel, Alex et moi? Le petit bar. Non, parce que justement, je faisais une pause sur être humain. Donc il doit y avoir des blagues d'être humain dedans, parce que c'était tournée des comédie clubs. D'ailleurs, c'était ma pire date en termes de nombre de personnes. On s'en rappellera toujours. Hein. Mais on a fait 2 séances, on aurait pu en faire une pas complète avec les 2, c'était dingue. Mais c'était un bon moment. Nous, ce qu'on s'est dit après, c'est qu'on a été impressionné. Moi aussi, j'étais impressionné par moi-même, mais moi aussi. parce que tu as fait 2 spectacles complètement différents. Et c'était pas prévu. C'était pas prévu parce qu'il y a des gens qui sont restés de la première à la deuxième. C'est vrai. Et nous, on était assis à l'arrière. Tu sais, nous, on a 20 minutes de blagues qui sont prêtes. Enfin, moi, j'ai 20 minutes de blagues qui sont prêtes. Et on a fait ah ouais, quand même. Parce que tu as dit sur le moment, vous êtes encore là. Bon, je vais jouer autre chose. Et tu as fait 1h10, 1h20 d'autres trucs, quoi. Trop bien. Et c'était pour nous, les gars, bravo, Shirley du passé, c'est trop bien. Mais oui, c'était un bon souvenir. Et alors, non, c'était pas totalement le spectacle être humain parce que justement, j'avais besoin, et j'étais vraiment dans cette phase en plus je commence vraiment à maîtriser le stand-up, tu vois, où je peux faire 2 heures différentes, dire allez, on change, c'est pas grave, vous êtes 5, on va faire comme si vous étiez 1000, c'est super cool, y a pas de défaite et tout. Je commençais vraiment à surfer, quoi. Donc je commençais à bien m'amuser avec tout ça. Et donc non, le spectacle que tu as vu, c'était pas celui-là. Mais en tout cas, pourquoi je racontais tout ça? Parce que toutes ces réactions que j'ai eues pendant la tournée Être Humain m'ont quand même donné cette envie, au-delà même de faire le ciné-rencontre, avant même ça, j'étais en mode, les gens ont besoin de parler. Ils ont besoin de s'exprimer et souvent ils savent pas comment le faire. Comment je peux leur transmettre ce truc au-delà du rire? Comment je peux leur transmettre cette idée que c'est possible? Peut-être il faut qu'ils écrivent aussi, comme moi je l'ai écrit. C'est ça qui m'a sauvé dans ma vie, c'est l'écriture. Sauvé, c'est un énorme mot, mais ça m'a aidé de fou. Donc j'ai ouvert une boîte à secrets sur mon site, là qui est ouverte depuis peu, où les gens peuvent vraiment lâcher leurs secrets. Je sais pas quoi en faire, hein. Tu vois, je les reçois. Enfin, je sais pas si je sais quoi en faire. On en fait un podcast en ce moment. Je suis en train de créer un podcast avec tous ces récits anonymement. Ils sont au courant, évidemment. Mais se rendre compte que quelque chose qui paraît douloureux, honteux, culpabilisant peut devenir de l'art. C'est-à-dire sublimer les choses, quoi. Faire de l'art participatif, c'est un peu ce que je suis en train de proposer aux gens. Donc ce ciné-rencontre, c'est pas une rencontre que j'attends classique avec des questions classiques. Des gens qui sont hey, là il va bien Jamel, tu vois, mais plus et puis après la petite blagounette derrière pour faire les gens, voilà. C'est ça. J'ai fait un test là dernièrement à Paris, c'est hyper intéressant. Alors franchement je vous conseille à tous de capter vos spectacles, de les mettre au cinéma et de passer après parce que les gens ont ri pendant 1h15, donc quand tu montes sur scène ils sont déjà super chauds, donc tu montes et t'es là, ça va, excellente, sacrée première partie, tu vois. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça permet de faire une conférence marrante un peu, c'est un peu ça qui va se passer, mais en l'occurrence c'est surtout que c'est eux qui deviennent
acteurs et auteurs, puisque en fait ils racontent leur vie. Première réaction que j'ai à ce test de ciné-rencontre à Paris là, c'est une meuf qui dit voilà, alors je sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais en fait ça fait 10 ans que je suis végane et je mange de la viande depuis 6 mois et je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas. Et vraiment elle était en culpabilité totale et elle avait besoin de le sortir. Elle dit j'ai jamais dit à personne. Je fais t'es en train de le dire à tout le monde, hein. Oui, ça devient une confession, mais hyper dans un micro, parce qu'on file le micro comme ça dans la salle, et du coup c'est trop bien, les gens sont en train de se rendre compte qu'ils meurent pas quand ils disent un truc, c'est clair. Ils sont pas jugés, quoi. Mais non, pas du tout. Il y a que eux qui jugent eux-mêmes, tu vois. Donc c'est un peu une secte qu'on est en train de monter. Ouais. J'allais dire, ça fait un peu religion. Ouais, c'est une belle religion, non ? Se relier les uns les autres en se rendant compte qu'on est tous vulnérables, c'est pas formidable ? C'est très beau et en même temps ça fait groupe de parole, mais en dehors des trucs qu'on connaît. Quand on pense à groupe de parole, il y a les psys, il y a la psychiatrie, il y a tout ça. Et là, tu as un groupe de parole créatif, participatif, où tout le monde, peu importe le statut, parce qu'on pourrait aussi te voir comme quelqu'un qui stand-up, connu, télé, tout ça. Mais tu utilises ça pour le donner aux gens, en fait. C'est une plateforme que tu partages. Donc, il n'y a pas de différence de statut à partir de là. Ouais. Ou à la limite, ça fait pas gourou, mais un peu leader du truc. Tu ouvres les portes. Obligé d'être le moteur, oui. Tu ouvres les portes le moteur. pour que les gens puissent... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, moi, je trouve que c'est pas un mauvais mot d'être leader. Leader, ouais. Je disais pas gourou, quoi, parce que gourou, il y a une mauvaise tendance. Oui, c'est sûr. Donc, leader, c'est. Mais oui, c'est bien d'être. Tu vois, quand moi je faisais du basket, quand t'es meneur du jeu, t'es pas le chef. T'es juste en train de mener le jeu, de passer la balle, distribuer la balle pour qu'on mette des paniers tous ensemble. Ouais. Mais ça s'arrête là, quoi. Il faut rester dans l'humilité. Les autres marquaient les paniers et toi, tu juste. Ouais, c'est une question de taille. Après, là on parle basket clairement. Et c'est après t'es dans la même équipe, quoi. Donc au final le but c'est le même pour tout le monde. Exactement. Donc on est bon. Ouais, on est ensemble. Mais c'est d'ailleurs dans le spectacle Être humain, tu le vois dans la scénographie. L'intérêt, les gens sont quand même assis au sol et moi je suis debout, mais il y a quand même cette idée d'être entouré des gens. Il y a des gens sur scène avec moi. Il y a pas de vous êtes là-bas et moi je suis là. On est tous ensemble et on fait corps, quoi. Ouais. Et jusque là. T'as eu que de bonnes réactions ? Parce que tu disais que t'as eu. Tout est une bonne réaction, oui. Alors, est-ce qu'il y a des réactions ? Alors, surprenantes, oui, il y en a, oui. Surprenantes, même sur la positive. Tu disais, tu t'attendais pas à avoir. Non, mais dans le négatif, très très peu. Ok. Enfin, je me rappelle d'une fois, en fait. Est-ce que c'était ce spectacle même ? Je sais pas. C'était ce spectacle. Oui. En fait, comme je parle d'une agression qui m'est arrivée quand j'étais enfant. En fait, je connaissais pas ce phénomène-là, mais j'ai découvert le mot trigger à ce moment-là, il y a 3 ans, je crois. Quand quelqu'un me dit à la fin du spectacle, tu veux pas mettre un trigger warning sur ton spectacle ? Donc déjà, je sens le ton est pas ouf, tu vois. Et je suis là, c'est quoi un trigger warning et tout. Donc elle m'explique, je fais alors, laisse-moi réfléchir parce que du coup, je viens de découvrir le mot. Mais du coup, je lui ai dit, je répondrai à chaud. Et tu vois, c'était presque un début ciné-rencontre, quoi, parce qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite, parce que ça fait partie de ma façon de faire du stand-up et d'accueillir les réflexions. Mais en gros, je lui ai dit, écoute, moi je suis artiste, j'ai l'impression que trigger warning, sans vouloir choquer les gens, c'était pas mon intérêt non plus. Mais c'est quand même, c'est un peu tuer le but de l'œuvre, quoi. À un moment donné, l'idée c'est que tu sais pas quelle réaction tu vas avoir en écoutant une œuvre ou en regardant une œuvre. Donc là, en tant qu'artiste, de façon totalement purement égoïste, je te dirais, non, j'ai pas envie de mettre de trigger warning, mais laisse-moi réfléchir. Ouais. À l'époque, le sujet de la façon dont je le traitais était beaucoup plus hardcore en rodage parce qu'il faut passer par ce moment hardcore, vous le savez, en tant qu'humoriste, des fois tu cherches, tu fouilles, c'est un peu plus sale, c'est un peu plus crade, c'est pas. Donc bon, on était dans cette période-là, donc c'était un peu plus dur à entendre. Et en fait, effectivement, j'ai arrêté d'être aussi dur parce que ça m'auto-trigger moi-même, tu vois. J'étais en mode là c'est dur pour moi-même, donc je vais édulcorer le truc, non pas parce que j'assume pas, mais parce que j'ai pas envie de me faire du mal. C'est effectivement d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est un phénomène assez fréquent maintenant avec les réseaux. C'est que c'est hyper bien, on dénonce des choses, on balance des choses, mais c'est aussi un phénomène assez bizarre parce que tu partages des fois des témoignages de personnes qui n'ont pas forcément demandé en disant « Regardez ce qui m'est arrivé » et tu lis un truc hyper dur. Et pour les gens qui l'ont vécu, comme c'est le cas pour moi, ça te retraumatise en fait. Ça crée chez toi un nouveau traumatisme ou en tout cas ça rappuie sur la plaie, quoi. Ça nous soigne pas de nous montrer des trucs hyper violents. Parce que libérer la parole, ça doit pas être forcément de l'étalage dans le détail de ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, il y a des endroits pour ça, et c'est pour ça que je trouve ça cool, les thérapies. C'est pas un gros mot d'avoir un docteur dans la salle. Ce serait cool, même, tu vois, groupe de parole. C'est pas quelque chose de c'est cool, de mais moins bien, tu vois. C'est pas suffisant, quoi.
c'est cool d'avoir tout ça, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est clair. Il y a chaque chose à sa place. Moi, je suis pas thérapeute, je le serai jamais. Je suis pas chaman non plus. Je préfère le dire parce que les gens vraiment me posent des questions comme un oracle en ce moment. Genre, que dois-je faire ? Je suis sage-femme, mais je sais pas moi. Là, on revient à la notion de gourou, un petit côté. Ouais, mais ça va venir. Hein. Kian m'a dit ça. Je lui ai parlé du projet il y a quelques mois. Il a dit, fais gaffe à pas devenir un gourou quand même. Ça m'a fait rire parce que j'étais là, c'est marrant. La part d'une personne qui a un micro tout seul sur scène, qui joue devant 3000 personnes. J'étais là. Je crois que ça y est, c'était déjà fait, les gars. Les humoristes sont des gourous. Moi, c'était justement ma question. Comment est-ce que la profession, enfin, t'en as parlé autour de toi, comment ils ont réagi, les gens balades? Non, j'en parle plus trop. T'en parles plus trop? Enfin, peut-être que ça t'intéresse pas non plus que la... Ouais, je suis moins dans la... En fait, vraiment, ça va mieux, quoi. Ouais. Je suis moins en train d'attendre que les gens me valident des trucs. Non, mais même pas pour valider, mais tu vois... Non, c'est souvent pour ça qu'on le fait. C'est souvent pour ça qu'on le fait, en vérité. C'est pour être validé... par, tu vois, la profession, machin. Là, j'ai eu l'occasion d'en parler parce qu'il m'avait appelé à ce moment-là et que c'était rigolo d'avoir cette réflexion. Mais c'est pas moi qui appellerai les copains pour dire alors, vous en pensez quoi ? Ça m'intéresse pas ce qu'ils en pensent. Quand j'ai commencé l'humour, j'ai pas appelé des gens pour savoir ce qu'ils en pensaient de mon truc et je l'ai fait, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu à ça que je suis revenu en arrêtant le stand-up. Ouais. C'est à ce truc de nouveau l'envie de faire des trucs qui te plaît, quoi. Ouais. Ce truc enfant là que j'avais quand j'ai commencé l'humour, qui était de dire j'ai envie de faire qu'est-ce que je peux faire là. Et ça, être artiste, parce que je crois que derrière le truc de stand-up on est des artistes, quoi, c'est tout. Mais ça, c'est ce qui est super intéressant, parce que cette démarche là de faire réagir les gens, tous les artistes font ça. Je veux dire, la peinture, les gens ils peignent avec leurs émotions, avec ce qu'ils ont vécu, ils essayent de transmettre une émotion. Et puis quand tu vas dans un musée, quand tu vois une peinture, tu fais je la comprends pas mais je la sens. Et là, je trouve super, c'est que tu utilises l'humour pour faire la même chose. Donc tu te caches pas derrière parce qu'on est toujours en stand-up, il faut quand même avoir un peu un personnage, se cacher un peu derrière un personnage quand tu parles de... Qui dit ça ? Bon, on entend ça. Mais là, c'est vraiment, c'est comme moi je vois ça comme un peintre, comme un sculpteur qui prend ses émotions et qui juste balance tout sur une toile et qui voit la réaction des gens. Et en plus, qui est là pour justement laisser les gens réagir avec leurs émotions. Et c'est une nouvelle façon de faire de l'humour qui n'existe. Moi, j'avais jamais entendu avoir un débat après un spectacle. Une rencontre, pardon. C'est important parce que c'est vrai qu'on a le forme ciné-débat. Mais si je veux pas inclure dans la tête des gens qu'on est là pour débattre, pour ça, il y a X vraiment, tu vois, il y a tous les réseaux sociaux. Partageons, échangeons, soyons bienveillants, safe place. Tout va bien se passer. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu es quand même la seule personne à le faire. Peut-être que ça va lancer des idées. Comme d'habitude, et la soignons commence et après les gens gagnent de l'argent avec. Peut-être, mais je suis en tout cas bien d'accord avec le fait que ce que tu as fait jusque-là, tu peux l'utiliser de différentes manières et au service des autres. Donc c'est pas que pour les faire rire, il y a de la réflexion, il y a du partage. Et ça, je trouve que c'est une manière éclectique d'utiliser l'humour. Enfin, utiliser, je sais pas trop le mot, mais tu vois, se servir. Je sais pas si j'utilise... Enfin, l'humour, c'est toujours un truc qui est en moi, c'est une de mes cordes et tout, mais j'ai pas pensé humour quand j'ai pensé à cette rencontre. J'étais là, ok, le spectacle qu'ils vont voir en projection est drôle. Après, ce qui va se passer derrière, j'en sais rien. Peut-être qu'on va méditer pendant une demi-heure. Hein. Mais c'est ça se pourrait, tu vois. Que je dise aux gens, venez, on ferme les yeux et on essaie de respirer. Et que je dise aux gens qui veulent partir, partez si vous voulez. Ça va dépendre du soir. Je n'ai plus d'injonction à faire rire. Effectivement. Ouais. Donc c'est trop bien. Mais le vecteur premier, c'est ton spectacle. Tu parles de l'écran, là. Ok, voilà, ok, je comprenais pas. On a le spectacle. Oui. Et après, effectivement, derrière ce qui se passe, ça va être en fonction du public. Ouais. C'est toujours le public qui décide, hein, on est d'accord. Mais là, comment dire, le stand-upper classique, c'est le public va décider si c'est drôle ou pas drôle. Point. Là, ça va plus loin. C'est pas est-ce que c'était drôle ou pas drôle, mais qu'est-ce que ça m'a fait, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça après, vient chercher en moi. Je m'attends aussi à ce que des gens me disent hyper simplement, j'ai pas aimé, tu vois. Genre, il y a des gens aussi qui vont venir à la fin de la rencontre en disant bah tiens, ça tombe bien que tu sois encore là. Détester le truc, hein, c'était pas ouf. Hein. Ouais, et ça va être intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Tu vois, ça va être trop bien. Ok, merci de t'exprimer déjà, de dire ce que tu ressens. Trop cool. Pourquoi t'es fâché ? C'est la première question que j'aurais. Souvent les gens font fâcher. Qu'est-ce que j'ai fait de mal à part mal faire mon tu vois ? Je voulais juste une rencontre. Aller chercher chercher à se rencontrer. Ouais. Encore une fois, et pas à se parce qu'on est dans ce monde-là et on est facilement en opposition les uns avec les autres. Mais c'est quand même plus dur aujourd'hui de se trouver des points communs et d'accepter, de dire d'accord. Donc je sais pas tu vois, c'est vraiment artistique, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais y trouver et c'est ça qui est excitant.
On a bien hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, oui. Parce que du coup, c'est les publics qui vont être acteurs, c'est moi qui suis spectatrice. D'où je reviens pour vous écouter. Je veux vraiment écouter les gens. Genre, je veux vraiment que ça soit... Et il y a plein de façons que j'ai préparées déjà pour que ils soient dans ce mode-là, tu vois, qui va consister à les faire parler eux et pas moi. Qui ressemble beaucoup aux ateliers d'écriture qu'on a pu faire d'ailleurs aussi. Justement, moi je voulais en parler parce que moi j'ai commencé le stand-up avec toi. Ok. La première fois que je suis monté sur scène, c'était à la fin du masterclass. Quelle mauvaise première scène. Ah non, elle était très bien. Non, c'était pas celle à Esch. C'était pas... Non, c'était ici. J'avais fait un... Ah non, je pensais au bar là qu'on avait fait... Ouais, mais avant ça, tu avais donné une masterclass ici. Moi. Ouais, une masterclass ici. Et j'avais fait mon premier 1 minute, 2 minutes dans un bar. C'était pas ouf non plus. C'était pas un bar avec des pizzas, on était sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais super avec les jumeaux et tout. Oui, c'est avec les jumeaux. Mais bien sûr, je me rappelle, c'était horrible comme ça. Ouais, mais enfin, pour jouer, je veux dire. Oui, pour jouer, oui. Ouais. Mais après. C'est un bon resto, très bon resto. Le resto a l'air super. Très bonne pizza. Super. Et puis ouais, non, mais moi, ça reste un très bon souvenir parce qu'il y a cette partie d'écriture ensemble et bosser ensemble. Ouais. Et puis il y avait le petit plus de monter sur scène et d'oser enfin le faire, surtout dans des conditions pas top, pas ouf. Mais ça, du coup, le sentiment reste quand même positif. Trop bien. Et de sortir et de te dire, ça va, je suis pas mort, tout va bien, je suis toujours vivant. Et donc ça, c'est quelque chose que tu fais toujours, aider les gens à écrire. Ouais, bien sûr. Ce serait cool de... Parce que du coup, c'est un truc qui me fait toujours autant kiffer d'écrire. Parce que j'écris avant d'être connu. J'écris depuis que je sais écrire, depuis que j'ai 7 ans. J'adore écrire des blagues et tout, des poèmes, des chansons. Vraiment, ça a toujours été là. Donc du coup, oui, c'est toujours resté ça. C'est vraiment le rapport à j'ai besoin d'entendre vos rires immédiatement, tout de suite maintenant, d'ouvrir les bras et de dire bonsoir. Ça va. Mais oui, toujours besoin, vraiment besoin quoi. Ouais, donc là d'ailleurs, je suis à Differdange pour un atelier d'écriture. Ouais. Et ça s'est bien passé ? Super, premier jour là, c'est très cool. Franchement, beaucoup mieux que vous. Ah bah oui. Ouais. C'est ça la question, non ? C'était pas ça ? Non, ok, autant pour moi. Ah non ? J'aurais pu le garder alors. Non, mais toi t'avais dit que tu partais après une demi-heure, moi je pars maintenant. Voilà. Ciao. Non, mais en gros, c'est intéressant parce qu'il y a des gens de plus en plus âgés dans les groupes. Ouais. Et ça, je trouve ça trop bien. Des gens de la soixantaine qui jouent depuis 1 an. J'imagine avec des objectifs potentiellement différents aussi, des gens qui veulent peut-être en faire leur carrière. Ouais, beaucoup de gens qui veulent faire des conférences marrantes là. Donc je pense que je suis dans une ère qui est en train d'arriver. Des conférences marrantes ? Ouais. Okay. Mettre des blagues dans leurs conférences. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Et les rendre vraiment drôles, quoi. Tu vois. Il y a beaucoup de demandes comme ça en ce moment. Ouais. Bah ouais, parce que les conférences c'est chiant aussi. Après. Ça dépend, ouais, mais ça peut l'être. Sauf s'ils ont travaillé avec toi avant, évidemment. Ah, évidemment. Mais ouais, c'est un truc que j'aime toujours beaucoup faire. Et donc, il y a ce projet-là qui tient à cœur, qui est né de manière. Enfin, c'était pas prévu. Non. T'as pas, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, pour revenir juste un tout petit peu en arrière, la réflexion qu'il y avait derrière l'écriture d'un spectacle aussi personnel ? Comment t'expliques ce... Je ne veux pas te demander le processus d'écriture ou quoi, mais juste plutôt... on peut en parler aussi, bien entendu, mais ne serait-ce que cette idée, ou je ne sais pas si c'était un besoin, voilà. Il y a tellement de choses qui arrivent et qui me sont arrivées, et je suis sûr de ne pas être la seule personne. Enfin, je ne sais pas. C'est quoi le processus ? En fait, le processus, il est vraiment parti plutôt de c'est quoi être humain. Ouais. En fait, c'est un processus que j'ai commencé il y a 16 ans quand j'ai commencé les blagues. Ok. En vérité, c'est genre... Pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. J'étais en mode, ça y est, j'ai fini mon exposé. C'est ça que je voulais dire depuis le début. Ça y est. Et t'auras mis ce temps-là à trouver le... Ok. Après, je pense que c'était vraiment le début pour le coup. Ça y est, là, je commençais enfin à trouver. Alors, là, je parle techniquement stand-up. Là, j'allais vraiment... je sens que... C'est fou, quoi. Quand tu sens que t'es presque au sommet. Vraiment, j'étais à l'Everest, tu vois. Et j'ai vraiment fait demi-tour. Contrairement à Inox, ça aurait été un autre documentaire. À 2 pas du pic, j'étais là. Non, je vais pas aller là-bas. Ouais. Tu vois, donc, en gros, j'étais vraiment dans un truc de... Oui, d'aller au bout de ma réflexion de 16 ans de travail, là. Je parlais l'identité a toujours été hyper importante dans mes sujets. Ouais. C'est quoi être noir, c'est quoi être une femme, c'est quoi être homosexuel, c'est quoi tout ça, là. Parce qu'on sent bien dans mon rapport à tout ça qu'il y a un truc un peu de... Bon, je découvre qu'il y a des mots et il faut s'en servir et machin, mais pourrait pas être un peu plus nuancé, les copains, là. Et puis être humain, c'est ça. C'est... Voilà, au-delà de c'est quoi être noir, c'est quoi être une femme, c'est quoi être lesbienne, c'est quoi être humain. C'est ça qui me taraude, moi. Pourquoi je monte sur scène depuis le début ? C'est pour parler à des humains qui le sont pas vraiment tout le temps. Oui. Comme moi, d'ailleurs. Tu vois ?
Alors, il y a plein de moments où je suis pas humaine dans ma démarche, et c'est pour ça que je vais y trouver des choses drôles, une zone drôle, quoi. Un truc que j'ai fait où j'ai déconné, que c'était vraiment une grosse connerie, c'est abusé, tu vois. C'est quoi être humain? Pour vous d'ailleurs, c'est quoi être humain? Alors, soit je vais prendre un dictionnaire et j'imagine que ça fait que 2 phrases, Ouais. soit on en parle jusqu'à dans 2 semaines. Parce que... Juste 2 semaines, ça va. Parce qu'il faudra dormir à un moment donné. Mais c'est impossible. Parce que, en fait, pendant que tu disais c'est quoi être un homme, une femme, être homo, etc., je me dis, c'est des concepts tellement... voilà, c'est placatif comme ça. Et j'ai l'impression, en tout cas pour beaucoup de gens... Bien sûr. Alors qu'être humain, je pense que même les gens les plus placatifs vont avoir du mal à donner une définition de ce que c'est. À moins d'être dans la définition pure. Ou tu prends le Larousse, voilà. Quoi. D'ailleurs, je vous la donne, comme ça on l'a tous pour les auditeurs. Être humain, c'est un être vivant qui se différencie des autres êtres vivants par son déplacement bipède, ses mains préhensiles et son intelligence développée. Et partie de cette définition que j'ai découverte, pour écrire le spectacle, j'étais là, ouais, mais elle est fausse, cette définition. Enfin, je veux dire, elle n'est pas du tout inclusive, quoi. Elle est limitée, surtout, je veux dire. Elle n'est pas inclusive du tout par rapport aux humains qu'on est aujourd'hui. Parce qu'on se déplace de façon bipède. Pas tout le monde, ok. Il y en a qui roulent. Les mains préhensiles, pas tout le monde. Pas tout le monde, effectivement. Donc déjà, t'es là, waouh. Alors, on ne la connaissait pas, et en plus, tant qu'on l'apprend, elle n'est pas ouf. Ouais. Ok, donc on va philosopher là-dessus. Donc tu as la deuxième définition qu'on a tous inconsciemment, qui est être humain, c'est être doué de compassion et d'empathie. Ouais. Puis là, tu rigoles. Pas tous non plus. Derrière, t'es là, ok. Donc c'est un sacré concept. Personne tout le temps. Personne tout le temps. Ça, ce serait c'est plus joli, ça. Mon truc de dire... Non, parce que je pense qu'il y a des gens plus empathiques que d'autres, mais personne n'est empathique. Tout le temps. Tout le temps. Bien sûr. On est tous égoïstes à un moment donné, on manque d'empathie à un moment donné. Sauf le Père Noël. Sauf le Père Noël. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça donne ça, être humain, c'est voilà, revenir, on est tous... Ça, pour le coup, tout le monde peut se reconnaître dans c'est quoi être humain. Tu vois, ça peut être lesbienne, ça peut cliver. Là, être humain, on va repartir sur la base. Parce qu'en vérité, voilà, c'est ce que tu parlais de concepts placatifs comme ça. Moi c'est un peu ce dont je parle dans le spectacle. Je dis, tout ça, c'est des concepts auxquels je ne crois pas. Je sais qu'ils existent, mais moi, je n'y crois pas dans mon fort intérieur. Je ne crois pas aux hommes, je ne crois pas aux femmes, je ne crois pas aux noirs, je ne crois pas aux blancs. C'est un peu genre, quoi, qu'est-ce que tu dis? Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je joue à votre jeu depuis un moment, mais ça commence à me saouler, en fait. Genre, j'essaie de vous expliquer, je ne veux pas jouer à ce jeu nul. Ok? Où les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre. Tous ces trucs binaires, je n'en peux plus. C'est ça le fond du spectacle. Ouais. Donc, ensuite, ça pose la question de c'est quoi être humain. Forcément, quand tu vis une agression sexuelle, que ça m'arrive, le recouvrement de mémoire m'arrive 2 ans, en fait. Les premiers recouvrements m'arrivent 2 ans avant d'écrire ce spectacle. Donc, en fait, quand je commence à écrire le spectacle, je dis, mais en fait, ça aussi, c'est pas humain, ça. De violer des gens, c'est pas super humain. Tu vois, donc forcément, tout vient ce truc. Mais le premier truc, c'est vraiment l'humanité, c'est quoi? C'est vraiment une vraie question philosophique de base. Et puis après, j'ai évidemment apporté des choses de ma vie. Parce que être humain, est-ce que c'est pas juste déjà faire attention à l'autre, pour considérer les gens, aimer les gens. Aimer les gens. Voilà, alors du coup c'est en gros quand je parle de l'hôpital psychiatrique et de ce rapport à l'hôpital psy, je raconte une histoire qui m'est arrivée là-bas où je trouve que c'est pas hyper humain leur façon de faire. Tu vois, donc c'est quoi être humain? Je me pose la question avec tout ce que moi j'ai vécu, avec ce que j'ai étudié, c'est quoi? On n'a pas compris toujours. C'est ça le spectacle. Ok. Voilà, donc voilà comment j'en suis arrivé à parler de trauma et tout. C'était pas du tout je vais écrire sur mes traumas. J'ai jamais pensé à me dire je vais faire un spectacle sur la pédocriminalité, mais juste ça fait un moment que ça me taraude de dire aussi, moi je pense qu'être humain c'est être moi et te dire qu'il faut écouter les pédocriminels. Voilà, ça c'est ma vision par exemple. Je pense qu'il faut les écouter, je pense qu'il faut considérer les gens, parce qu'en fait ça c'est aussi un problème d'ignorance, mais on oublie que la plupart des personnes qui sont pédocriminelles, maintenant on commence à le comprendre, mais ont été elles-mêmes victimes de pédocriminalité. Très souvent, c'est vrai. Donc je rappelle évidemment dans le spectacle que je suis pas en train de dire que mais voilà, il faut écouter ces gens. C'est ma vision que j'essaie d'apporter, ma vision du monde, et donc je me dis ok, maintenant avec ce spectacle, une fois que je l'ai fait et que tourné tout, j'étais en mode ok, maintenant ça commence à me saouler de mettre des blagues à tout prix, parce que là je crois que mon message commence à être plus important que la forme. Tu vois, d'où mon idée d'arrêter aussi. En plus du recouvrement, du burn-out, plein d'autres choses. Tu vois, tout est lié en fait. Oui, tout est lié. Je dis pas que c'était écrit, mais quand tu décris en tout cas le chemin qu'il y a eu,
j'ai pas envie de dire que c'est logique, mais en tout cas, c'est pas surprenant. Non, ça se goupille bien, en fait. Tout à fait. Quand tu dis les concepts noir, blanc, homme, femme, etc., cette vision un peu binaire du monde, ça te saoule. C'est quoi l'alternative? Parce que dans le sens où, sans vouloir prôner quoi que ce soit, mais... Je suis en train de spoiler tout le spectacle, moi, dans ton micro, mais bon. Je compte vraiment sur le fait que vous n'êtes pas hyper connu comme podcast. Oh, bah, c'est gentil. Ah, bah, merci. J'espère que vous n'allez pas cartonner, les gars. En tout cas, pas avant mon ciné-rencontre, ok? On diffusera le lendemain. Ça peut être une bonne intro. De toute façon, je crois qu'il y a que ma sœur qui écoute. Donc et ma femme, elle a commencé, mais elle a arrêté. Elle n'a pas réussi à finir. Parce que je trouve... Tu proposes quoi? C'est-à-dire dans le sens où il y a cette vision un peu binaire, dans le sens où on a des mots pour tout. Oui. C'est-à-dire, ah oui, je propose quoi en alternative? J'ai oublié dans la le sens où noir, blanc, voilà, je propose rien. C'est des mots qui ont été choisis pour décrire. C'est pour ça que je demande l'alternative. C'est quoi? Il n'y a pas d'alternative. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un autre problème à créer. Il faut arrêter de créer des problèmes. Ah non, mais voilà. Mais ça, c'est humain, ça. Tu vois, genre, juste. Donc, justement, dis-moi. Ben, justement, je peux pas te le dire parce que c'est non-verbal, tout ça. Il y a des trucs qu'il faut arrêter de parler, des fois. Genre, faut se taire. Venons, on arrête de parler. Moi, ce que je retiens, c'est que. Faut arrêter les podcasts, c'est ça. On a trop parlé. C'est de sentir les choses. Bien sûr. C'est plus que de le verbaliser. C'est qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Et moi, je reste très admiratif du fait que tout ça vient de l'humour. C'est-à-dire que dans ton processus, c'est en partant de l'humour bien sûr. que tu es arrivé à là. Alors que généralement, à l'humour, on associe moins ce genre de réflexion à l'humour. C'est ça? Moi, j'ai toujours associé. Oui. Quand je fais le truc sur l'iPhone, tout le monde est là, oh la relou avec son direct de l'iPhone, tu vois. Je suis là, on peut pas essayer de réfléchir ensemble. Je dis pas que j'ai la solution et que je suis mieux, hein. D'ailleurs, j'ai un iPhone à côté de moi là, qui est vraiment posé comme un yinche à côté. Mais sur le fauteuil, il est à côté de moi, mon bébé. Il s'appelle comment? Il s'appelle Lucky, comme mon chien qui est décédé. Non, pas du tout, il est pas décédé, c'est pas vrai. Le téléphone ou le chien? Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, c'est plus. Il faut sentir. Non, par rapport à c'est toujours l'humour, t'as toujours lié l'humour. Oui, ça a toujours été faire des blagues pour faire des blagues. Bah, y en a. Non, mais personnellement, je parle. Oui, je dis pas en train de critiquer les gens qui le font. Hein, c'est vachement bien s'ils sont contents de le faire et qu'ils sont alignés avec leurs idées. C'est que moi, ça n'a jamais été jamais, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois les gens sont t'es pas très marrante dans la vie. Je fais sur scène non plus, en fait, hein, quand tu écoutes bien. Enfin, si t'enlèves le côté technicité de la vanne, en fait, c'est pas très. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que les thèmes sont pas hyper légers. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Et du coup, tu dis... Donc, mon alternative, pour répondre à ta question un petit peu là-dessus, c'est... je pense qu'il faut considérer les gens comme des êtres vivants. C'est déjà énorme si on fait ça. Voici, un être vivant, un autre être vivant. Après, bien, il a été humain, là. Oh, pas bien, pas humain. Parce que c'est un concept d'être humain aussi. C'est un concept qui a été inventé par les humains. Donc, du coup, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en parlant de concept tout à l'heure, être humain reste un concept aussi très difficile à définir. On n'arrête pas de créer des illusions dans l'illusion dans l'illusion. J'essaie d'enlever les couches d'illusion. Ouais. Avec moi-même, je parle. Tu m'as renvoyé dans la Matrix là, en disant ça. J'ai eu la même réflexion. C'est ça, quand on fait du théâtre ou du cinéma, on crée des illusions. On divertit les gens. Mais divertir de quoi, du coup? Ça va, là, tu es en train de me miner du quotidien, des problèmes. Je pense qu'il y a de ça. Les gens, si on va plus loin, réalité. Si on va plus loin, est-ce que la réalité Chacun a sa réalité. Chacun vit sa réalité au moment où il la vit. Et du coup... On se divertit de... Moi, j'aurais dit de la mort, quoi. Cette angoisse inhérente à la vie qu'on ne veut pas accepter, qui est la mort, quoi. C'est la seule et même issue pour tout le monde, ouais. Tu sais, c'est un truc un peu angoissant qui fait que... Soit tu profites, enfin, t'es dans l'excès du profit de la vie, ou t'es dans un truc un peu, tu vois, tu sais pas, enfin, on se divertit de ça, mais peut-être on en parle. Enfin, c'est un peu ça aussi l'idée quand je parle
le processus de monter sur scène et d'être devant des gens tout seul et tout ça, on sait que c'est un rapport direct à la peur de la mort. En vérité, on est en train de lutter contre cette peur-là, d'une manière, tu vois. Le fait d'exister. Tu vois, c'est pour ça que les gens sont là, ouais, bravo de faire cet exercice, tu vois. Ils sont admiratifs de ça. Donc, peut-être qu'on pourrait rappeler ce pourquoi on fait ça, au lieu de faire une illusion comme quoi on maîtrise la vie dans laquelle on est. Je sais pas comment vous expliquer ce que je veux dire. C'est hyper intéressant de voir des artistes qui ont des énormes discours, que ce soit féministes, écologistes, mais continuer de créer l'illusion par la façon dont ils se présentent au public, dont ils vendent leur image comme un truc ok dans le capitalisme, et après tu peux pas te battre contre un truc que tu perpétues tous les jours. Faut être honnête, quoi. Donc au-delà de la scène, on est d'accord. C'est-à-dire dehors de... Ouais, ok, très bien. Être cohérent et aligné, c'est pas évident. C'est ce que je raconte d'ailleurs aussi dans le spectacle. C'est que vraiment, on est un peu tout et son contraire. Oui, bah justement, ça revient à... Donc le monde binaire, c'est compliqué. Le fait d'être empathique, etc., c'est ce qui nous rend humains par moment. Oui, tout à fait. Par moment, on l'est pas. Donc il y a... Ouais, on rappelle l'impermanence des choses, en fait. Enfin, je rappelle l'impermanence des choses dans le spectacle et dans la rencontre que j'ai envie de faire là. Tout est impermanent, rien n'est fait pour durer. Et ça, c'est hyper dur à accepter, quoi. Je pense que c'est ça qui... Oui, il y a un côté flippant à ça. Tu vois, ça a une fin. Mais je crois que c'est ça c'est là où on devrait, en tant qu'artiste ou public, rappeler que oui, ça a une fin, mais c'est ok. Nous, on essaie de perpétuer notre immortalité en tant qu'artiste. Ben là, de nouveau, dans d'autres arts, ils le font très bien. Moi, je prends la peinture, l'écriture, mais mais nous, on pourrait le faire dans le stand-up, tu vois. Ouais. On pourrait très bien le faire. Enfin, pas tous. Tout le monde chacun son style de peinture ou de stand-up, mais je pense que ça mériterait plus d'authenticité avec nous-mêmes, avant même de parler du public. Les autres projets, du coup, pour l'année prochaine. Allez. Mais laissez-moi tranquille, j'ai dit que... Ça y est, là, j'ai dit atelier d'écriture. Les ateliers d'écriture, ok. Ciné-rencontres. J'écris avec Tania Dutel sur son nouveau spectacle. Ok. J'écris avec Romain Albrecht, dont on parlait tout à l'heure. Je sais pas si c'était à l'antenne déjà. À l'antenne, t'es une ancienne. À l'antenne. Sur le Internet. Sur FR2. Et à Romain Albrecht, qui est un humoriste de Nancy, que j'accompagne dans le cadre d'un nouveau projet que j'ai effectivement développé avec mon cousin, qu'on a ça en tête depuis très longtemps. Il est designer, mon cousin, et moi pas. Et du coup, en fait, mais j'ai des études dans la communication, le marketing, et en fait, on s'est dit que par expérience aussi, dans mon accompagnement d'artistes que j'avais fait jusque-là, et lui dans son expérience aussi, et le fait qu'on ait ensemble développé le Barbès Comedy Club, Feu Barbès, mais en tout cas le design, toute l'idée qui va avec, tout ça, on s'est rendu compte de la force qu'on avait tous les deux. Et on s'est dit, si on montait une agence, tous les deux, qu'on appelait Genesis, et Genesis est là pour accompagner des artistes dans leur processus de développement au-delà de l'art, mais aussi en termes de marketing, de prod, etc. L'aspect business, quoi. L'aspect business. Comment faire en sorte que l'aspect business ne devienne pas plus important que ton art, tout en maîtrisant cet aspect. Puisque... Le bien-être de l'artiste aussi, je suppose. Surtout. En fait, on est là vraiment pour dire, en fait, il n'y a pas de « il faut ». Qui tu es, toi ? Et puis, on va développer un livre de marque avec cette personne pour pas que la personne oublie que c'est à partir du moment où elle veut développer professionnellement son travail, c'est une marque, son nom devient une marque. Et cette marque, quel est son positionnement ? Qu'est-ce qu'on a comme valeur autour de cette marque ? Quelles sont les missions de la marque ? Qu'est-ce que nous évoque ce nom quand on entend ce nom ? Qu'est-ce que tu veux que ça évoque ? Et en fait, ça va être un peu ta Bible, tu vois ? Un peu ta Bible... même artistique, qui va te permettre de te rappeler. Des fois, tu dis, ce sujet, je le fais ou pas ? J'ai envie de le traiter ou pas vraiment ? Et tu regardes et t'es là, mais c'est pas moi du tout, pourquoi il y a un pote qui m'a dit de le faire, mais en fait, ça ne ressemble pas jamais à ce que je veux faire. Tu te perds pas en tant qu'artiste, quoi. Tu te perds pas. Ouais. Et puis après, ça se renouvelle, ce genre de Bible. C'est pas comme la Bible, justement, ça se renouvelle. Mais, en tout cas, ça te permet vraiment, d'un coup, si t'as un appel téléphonique, une proposition de travail, tu sais, des fois, tu poses la question, mais est-ce que c'est un truc que j'ai envie de faire vraiment ? Alors, relis ta Bible. Ah non, c'est pas dans mes trucs. Ah ouais, c'est complètement ce que je veux, c'est ma mission de ouf. Évidemment. C'est en lien avec les valeurs de l'artiste, en fait. Oui. Ok. On crée les fondations de la personne que personne n'écoute en général. Mais non, tu devrais faire ça, mais fais des stories, mais tout le monde fait des stories, ça cartonne. T'es là, mais c'est pas mon truc. Et puis des fois, ça n'a rien à voir. C'est bon pour ta carrière. Tu sais même pas à quel point tu viens de me faire plaisir avec cette phrase. Enfin, j'aime beaucoup t'écouter depuis la phrase, c'est ça va faire du bien à ta carrière. Ouais. Mais est-ce que déjà à toi, c'est important déjà ? On m'engueule tellement.
on m'engueule tellement parce que moi je déteste les réseaux sociaux. Et enfin, on m'engueule gentiment, hein, mais non, mais tu sais, tu devrais poster et tout, c'est ça qui va t'aider, qui va machin. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas ça qui te rend heureux. Non, je déteste. À chaque fois, je me sens mal. Faut être hyper pertinent et cohérent en tant qu'artiste parce que les gens le sentent aussi, ça. Après, c'est vrai que ça peut faciliter vu que tu as plus de visibilité, etc. Et donc, tu te crées un réseau beaucoup plus. Oui, mais il faut rester cohérent. Il y a plein de façons de pouvoir faire des choses en s'adaptant au support de communication actuel, en restant soi-même. Ouais. Mais le fameux « il faut » parce que ça va faire des vues, t'es là, il manque tellement de choses dans ta phrase, quoi. Ouais. Pour me rassurer, moi qui étais artiste pendant 16 ans, je l'ai entendu ça des millions de fois, j'ai jamais écouté ces conneries, mais je vois qu'il y a des gens que ça peine vraiment, que ça fragilise artistiquement même. Au lieu de s'intéresser à ce qu'ils doivent écrire, développer et tout ça, ils sont plus en mode, mais c'est vrai que tu as fait une story. Tu sais, le temps que tu mets à faire un montage d'une story, toi. Oui, 6 heures, ça y est, hop, 6 heures de niquer pour des blagues. Ouais. Si tu veux que ce soit bien fait, ouais, effectivement. Alors que tu pourrais les utiliser à faire autre chose. Tu vois. Il y a tellement de... c'est connu aussi chez les musiciens, aussi, ces pics d'adrénaline, et puis ça redescend d'un coup, et tous les problèmes mentaux, les maladies mentales, et tout ça qu'il y a chez les musiciens. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus aussi chez les comiques, chez les artistes qui font de l'humour, où on entend cette personne-là a fait un burn-out, là toi, mais il y en a plein. Moi c'est le deuxième, ouais. Il y en a plein. On en fait beaucoup, mais c'est notre société qui fatigue surtout. Ouais. Mais je me demande si dans le métier de l'humour, justement, il n'y a pas aussi cet effet qui est connu chez les musiciens. On fait pas grand chose contre, mais c'est connu, ils font une tournée pendant 3 mois où ils ont des je parle des gens qui tournent beaucoup, quoi. Ouais, ils font des pics de trucs, et puis à un moment ça descend. J'ai un pote, il est batteur, il a parlé de ça dans un podcast aussi. Il dit les gens ils se rendent pas compte le down qu'on a quand ça s'arrête, quoi, parce qu'il y a plus rien. Mais bien sûr. Ouais. Et donc donc c'est super intéressant aussi ce truc que tu dis où déjà t'es qui en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu veux, quelles sont tes valeurs, où est-ce que tu veux aller, et puis après reste là-dedans et joue avec ça, quoi. Ouais. Il y a un côté, je trouve que ça fait business plan social. J'aime bien cette idée. Tu vois, c'est vraiment un plan de Macron pour le coup, business plan social. J'ai un super projet. C'est notre projet. Mais ouais, en lien avec les valeurs de l'artiste et sa vision. Ça va être la nouvelle accroche business plan social. C'est comme ton projet d'accouchement, quoi. C'est un truc. Non mais ouais, je sais pas. J'aime bien. C'est hyper, c'est sec comme tu vois. Mais là, il y a tout l'aspect. C'est l'artiste qui est au centre du truc avec ses valeurs. Donc, du coup, voilà. On fait hyper gaffe à ça. Il faut vraiment que les gens se sentent bien, parce que quand t'es bien, je sais pas, une fleur bien arrosée, bien écoutée, c'est là qu'elle fait des, tu vois, elle pousse, elle est jolie, mais sinon tu récupères un truc, tu vas les saurer, ça va marcher 2 ans et puis ça va se terminer. Nous, on n'est pas producteurs, donc on a aucun intérêt à faire ça, tu vois. Et pourtant, c'est presque de la coprod à des moments, mais par la force des choses, parce qu'on s'accompagne le mieux du monde. Oui. Ok. Tu vois. Mais pour moi, il est hyper important que les artistes soient vraiment maîtres de leur bateau, quoi. C'est-à-dire que si tu vas signer avec un prod demain, il faut vraiment que tu saches qui tu es. Parce que sinon, il va te le dire qui t'es. Et ça va pas te plaire. J'allais dire, et quelles sont les attentes aussi de la production. Ouais, mais en fait, on s'en fout de ce qu'ils attendent. Parce que, on s'en fout de ce qu'une prod attend. Mais sûr, ce que je veux dire, c'est que si tu signes un peu à l'aveugle et que tu sais pas où tu vas, tu risques d'être coincé. Et si toi, tu sais où tu veux aller, tu peux dire à la prod, moi je travaille avec vous, mais ça et ça et ça, c'est le chemin. Exactement. Ça, c'est mon chemin que j'ai tracé, et je veux aller vers là. Et si la prod te dit nous pas, alors je travaille pas avec vous, je vais ailleurs, quoi. Il faut quelqu'un qui t'accompagne dans. Ça, c'est super intéressant. Il faut quelqu'un qui t'accompagne. Le conflit, il a pas d'intérêt. Et c'est un peu le monde dans lequel on est en train de sortir, j'ai l'impression, c'est ce monde de la violence. Si nous, les artistes, on comprend pas ça, qui va le comprendre dans les usines ou les entreprises, quoi, tu vois. Qu'il faut s'écouter. C'est un beau. Oui, s'écouter pour savoir ce qu'on veut aussi. Donc je trouve que c'est un chouette message à donner peut-être à des gens qui sont peut-être un peu seuls dans leur démarche artistique, de savoir peut-être s'entourer, de faire les bons choix, parce que ça doit pas être facile. Et je pense que dans ta carrière, tu as fait des choix qui étaient... comment dire ? Il y a des trucs qui t'ont plu et des trucs qui t'ont moins plu. Donc c'est ce qui peut-être aussi t'aide aujourd'hui à mieux sélectionner, pour toi déjà ce que tu veux, mais peut-être aussi à orienter certaines personnes pour pas revivre les mêmes choses, quoi. Ou les Après, il y a des choses qui sont inévitables. Dans le sens où, en fait, les conseillers sont pas les payeurs. Donc, à un moment donné, il y a des essais et des expériences que tu dois faire par toi-même. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir entendu quelqu'un te le dire à un moment donné, peut-être que tu vas te faire mal. Donc, au moins, quand tu te fais mal, t'es là, on me l'avait peut-être dit, en fait. Hein. Ouais. Et ça arrive aux autres. Tu vois.
Et ça arrive aux autres. Ça arrive aux autres. Et tu peux pas éviter les expériences de la vie, quoi. Des fois, c'est négatif, c'est dur, ça fait partie du game. Hein. Qu'est-ce que toi, tu fais pour être de bonne humeur, du coup, vu que c'est le titre du podcast? Qu'est-ce que je fais pour être de bonne humeur? Écoute, c'est des nouveaux trucs que j'apprends dans ma vie. C'est déjà manger. Je savais pas, j'avais pas remarqué que le fait que je mange pas me rendait en colère. Je viens de faire un lien il y a pas si longtemps. Non mais sérieux, hein, c'est grâce à la thérapie et tout. Donc je mange, déjà, ça c'est bien. Dès que j'ai faim, je mange. Donc c'est-à-dire pas forcément aux heures il faut manger, mais dès que je sens que j'ai faim, je mange. Tu t'écoutes. Oui, non mais c'est con parce que les gens qui ont ce truc comme moi et tout, c'est d'avoir des horaires pour manger aussi. T'es là, non, quand t'as faim, tu manges, tu grignotes et tout, ça c'est cool. Laisse pas ton ventre crier famine pour te faire du mal. Dors. Ça c'est vachement bien aussi. Là j'ai pas trop dormi, là je commence à être un peu en mode tu vois, donc je surveille ça, bien manger, bien dormir, je le surveille, c'est comme un bon parent. Donc je suis devenu un bon parent pour moi-même. C'est bien. Oui, c'est bien, contente. Et puis méditer, je constate que quand je médite pas 3-4 jours d'affilée, je commence à être dans l'illusion de l'illusion. Je suis là, et ça, et pourquoi, nana, t'es là, mais attends, ça n'existe pas vraiment en fait. Ça existe, mais pas vraiment. Donc méditer et le sport. J'ai repris le sport, et j'ai repris des sports très lents, genre le tai chi. Ah ouais. C'est trop cool. Un truc méditatif là-dedans en plus. C'est toujours méditatif, mais aussi en reconnexion au corps et tout. Et tennis. D'accord. Et basket que j'ai toujours fait, mais j'en fais aussi un peu, ouais. Dans un club loisir, qui n'est pas du tout loisir, on travaille comme des porcs. Bref, ça c'était un message pour le coach. Voilà. Eh ben, on va terminer pas du avec tout le loisir. message pour le coach. Qu'on embrasse, pas cool, coach. Ouais. Pas cool, coach. Merci beaucoup, Shirley. Plaisir, Un merci les amis. plaisir. C'était C'est trop super bien. fun. Merci et à très bientôt. À bientôt. Vite, en mars, à Differdange. Exactement. Venez, wesh.